très heureux vraiment de vous accueillir pour cette deuxième édition à la réunion de ma thèse en 180 secondes organisée par l'Université de la Réunion. Bonsoir à vous également qui nous suivez en direct puisque cette soirée est transmise en direct sur Facebook Live. Bonsoir Delphine, Christophe, Armel, Arthur, Sandra, Cécile, Alexandre, Anne-Claire, Édouard, Virginie, qui vont arriver dans un instant. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, vous allez tous vous lever et vous présenter à la salle. Ce sont nos 11 finalistes ce soir. Delphine, si vous voulez vous lever. Pour vous mettre à l'aise d'emblée. Christophe, à votre tour. Armel, je vais présenter plusieurs détails tout à l'heure avec leur nom, leur parcours, etc. Et les supporters, vous pouvez y aller. Arthur. Sandra, c'est votre tour. Grosse équipe pour Sandra. Cécile. Alexandre. Anne-Claire, c'est à votre tour. Il y a également Virginie. Non, d'abord, il y a Édouard, pardon. Virginie. Et ils sont vraiment 11. Clément nous rejoindra dans un instant. Il est encore en cours actuellement. Alors, j'avais écrit 11 finalistes qui tremblent un peu en ce moment. Pas du tout. Ils ne tremblent pas du tout. Ils sont totalement à l'aise. Ils sont tranquilles. Ils vont vous prouver, en tout cas, ils vont essayer de vous prouver cette année encore que la recherche est passionnante. Qu'elle peut donner lieu à une soirée qui est un vrai spectacle avec du suspense, qu'elle peut être amusante aussi. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, Florent Guibal, qui avait remporté le concours et qui fait partie du jury cette année, nous avait parlé des lipides qui refont la déco dans nos artères. Des globules blancs qui font les CRS dans notre sang. J'espère qu'il y aura des bons mots cette année aussi. Pour ceux qui découvrent ce concours, ma thèse en 180 secondes, je rappelle qu'il s'agit pour les participants, qui sont tous doctorants, de vous présenter en 3 minutes, 180 secondes, leur sujet de recherche, le plus simplement, le plus clairement possible, pour que des profanes comme vous et moi découvrions à quel point le sujet sur lequel ils travaillent est passionnant. Alors, le concept, il vient de l'université du Queensland, en Australie. Il a été repris en 2012 par le Québec, qu'il a étendu à l'ensemble des pays francophones. En France, il faut savoir que 27 finales sont organisées, 27 finales régionales sont organisées cette année. Le jeune chercheur vainqueur ce soir à La Réunion participera à la finale nationale le 14 juin à Paris. Et le lauréat national représentera la France lors de la finale internationale francophone qui aura lieu cette année en Belgique. Je vous présente à présent le jury de cette édition 2017. Ils sont 6 et auront la rude tâche de désigner le lauréat de cette édition 2017. Allez, on va les faire se lever aussi. Pascal Chabanet, bonsoir Pascal, représentante de l'IRD, l'Institut pour la recherche et le développement. Anne-Laure Morel, fondatrice et présidente de l'entreprise Torscal, vous pouvez vous lever. Anne-Laure, je suis ravi qu'elle soit là parce que ça fait des semaines que j'essaie de caler un reportage avec elle. Louis-Bertrand Grondin, vice-président du Conseil régional en charge de la formation et de l'apprentissage. Bonsoir, monsieur Grondin. Christelle Floricourt, journaliste à Réunion Première, excellente présentatrice des journaux du week-end sur Réunion Première. Bonsoir, Christelle. Je vous l'ai dit, Florian Guibal, doctorant de l'unité mixte de recherche Détroit, lauréat de la finale régionale en 2016. Bonsoir, Florian. Et Georges Dallot, vice-président de l'Université de La Réunion, en charge de la recherche et de la valorisation. Georges Dallot, qui est également le président de ce jury cette année. Alors, pour nous expliquer un peu plus en détail les règles du jeu de cette soirée, j'appelle sur scène le directeur de l'école doctorale Sciences, Technologies et Santé, Christian Lefebvre-Delancourt. Alors, si vous voulez nous rejoindre, monsieur Lefebvre, c'est vous qui allez nous rappeler les règles de base. La règle de base, c'est les 180 secondes. Tout à fait, oui. Alors, il y a cette règle de base, mais il y a également les critères qui vont être... Est-ce que le micro est allumé? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Il y a également les critères qui vont être utilisés pour le jury pour juger les candidats. Donc, alors, les 180 secondes, si on dépasse, c'est l'élimination? Pour les 180 secondes, en fait, si le candidat dépasse, il a le choix soit de continuer, et à ce moment-là, il est éliminé, soit de s'arrêter et de continuer le concours. Donc ça, c'est un choix qui vous sera demandé. Si vous dépassez les 180 secondes, à la fin, vous avez ce choix
de continuer ou d'arrêter. Et vous avez vu, il y a le compteur qui sera visible ici pour les candidats, et puis pour vous dans la salle, vous verrez effectivement les 180 secondes qui s'égrènent. Et donc si on continue à parler sur le compte à rebours, en fait, une fois que le compte à rebours est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Sauf incident technique majeur, panne de micro, ou le compteur qui ne démarre pas, mais tout autre incident n'arrêtera pas le chronomètre. Donc une fois que c'est parti, on ne s'arrête plus. Et on peut dire aussi qu'on donnera la possibilité à chaque candidat d'avoir un petit signal visuel 30 secondes avant la fin. C'est Laetitia qui est au deuxième rang. Si vous le souhaitez, je vous demanderai chaque fois, est-ce que vous souhaitez un petit signal à 30 secondes? Elle pourra vous faire un petit signe. Attention, il vous reste 30 secondes. Il y a aussi, ne soyez pas surpris, il y a un gong terrible qui résonne à 180 secondes, qui va faire résonner toute la salle. Oui, à 30 secondes, il y a également un signal qui apparaît sur l'écran, donc qui est déjà un signal possible pour les candidats. Vous vouliez aussi nous dire selon quels critères les jurés allaient devoir juger les prestations de nos 11 finalistes. Voilà, donc il y a 2 critères principaux qui sont notés chacun pour 10 points. Donc un critère qui va consister à évaluer les talents d'orateur et l'éloquence. Est-ce que le participant a montré des qualités d'orateur, d'éloquence? Quelques exemples, qualité de la présentation, le ton, la présence sur scène, la gestuelle, l'interaction avec le public, etc. Et un deuxième critère qui va être évalué également sur 10 points, qui est la médiation. Alors, est-ce que le participant a utilisé une narration adéquate à la compréhension des contextes en jeu et éventuellement les résultats de la recherche? Quelques critères à prendre en compte: qualité de l'accroche, cohésion et cohérence des idées, argumentation, capacité à rendre le sujet attractif. Donc ça, ces 2 séries de critères sont sur 10 points chacun, donc une note sur 20. Et en plus, le jury peut attribuer un coup de cœur qui est sur 1 point. Donc voilà pour les critères. Le jury qui décernera 2 prix. Premier prix du jury, deuxième prix du jury. Et puis, il y aura un prix du public. Et ça, c'est vous, évidemment, qui allez le désigner. Vous avez reçu un petit sac, je pense, à l'entrée, avec un jeton que vous pourrez, à l'entracte, lorsque tout le monde sera passé, les 11 candidats, eh bien, il y aura une interruption pour que le jury délibère. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous pourrez également vous exprimer et voter pour le candidat de votre choix. Le cœur sans doute un peu plus léger que dimanche, et sans doute plus léger que dimanche dans 15 jours. Chacun des lauréats recevra un prix de 800 € à utiliser dans le cadre de sa thèse. Et le premier prix du jury recevra également un ordinateur offert par la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Tout est dit, je crois. Tout à fait. On va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? C'est bon? Alors là, il va falloir faire chauffer un peu l'ambiance. Là, il va falloir les encourager. J'appelle le premier des 11 finalistes. Et c'est une finaliste. Bonsoir Delphine Ramalingom-Barbary. Vous êtes en 4e année de thèse, vous m'avez dit tout à l'heure, il faut dire que je travaille quand même parce qu'autrement ça fait vraiment mauvais élève. Vous travaillez en même temps, 4e année de thèse en physique du bâtiment. Alors, vous êtes prête? Alors, il faut d'abord qu'on vérifie, vous avez droit aussi, on a oublié de le dire tout à l'heure, à une diapositive pour faire votre exposé. Est-ce que c'est la bonne diapositive, oui. Delphine? Oui, c'est ça. Bon. Alors, il me reste ma mission à moi, qui est de, sans bredouiller et sans me tromper, lire le titre de votre thèse. Mon micro ne fonctionne pas. Votre micro ne fonctionne pas? Je ne sais pas, vous m'entendez? Est-ce qu'on entend Delphine? Oui, c'est bon. Ah bon, parfait. D'accord. Delphine, votre thèse porte sur l'optimisation des transferts techniques au sein, je commence mal, au sein des cavités, application à des composants passifs de bâtiments. Vous êtes prête? Oui, oui. Est-ce que vous souhaitez un signal à 30 secondes ou vous y allez à l'aise avec le compteur? Oui, je veux bien un signal. Alors Laetitia, donc, à 30 secondes, vous fera un petit signe pour vous dire qu'il vous reste une demi-minute. C'est vous qui donnez le top départ, on vous écoute. Merci. Bonne chance. Alors, dans l'imagination populaire, la nature est souvent représentée comme une fée, car elle est extrêmement douée pour trouver des solutions optimales dans des situations contraignantes. Prenons par exemple le cas du poumon. Quelle est sa fonction? C'est de permettre des échanges gazeux afin de nous assurer une fonction vitale qui est la respiration. Eh bien, saviez-vous que si on étalait toutes les voies respiratoires et les alvéoles des poumons, on recouvrirait à peu près la surface d'un court de tennis? C'est ce que la nature a réussi à faire.
à ranger ce vaste territoire d'échanges gazeux dans une cage thoracique de taille bien plus petite. Donc petits poumons et grande performance. Voilà un sacré concept. Alors je ne travaille pas sur les poumons. Mon domaine à moi, ce sont les systèmes de chauffage et de refroidissement pour le bâtiment. Et je vais m'inspirer des enseignements de la nature pour pouvoir atteindre deux objectifs, les rendre plus efficaces et plus économiques. Si je prends un autre exemple de la nature, comme la rivière, face à une montagne, elle ne va pas chercher à la gravir, mais simplement à la contourner. La rivière peut être vue comme un flux, la montagne comme un obstacle, une contrainte, et sa stratégie, le contournement. Si je reviens à mon système de chauffage et de refroidissement, mon travail va consister à identifier des contraintes, qui sont souvent des frottements, et à faciliter le contournement, comme l'a fait la nature pour la rivière. Sauf que moi, je vais utiliser des équations mathématiques, car je suis numéricienne, et les numériciennes, en fait, on met les équations en équation. On met la nature en équation. Pardon. Alors, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter de la matière dans les systèmes pour augmenter les surfaces d'échange thermique et pour contraindre la trajectoire du flux. Cette matière peut être plus ou moins conductrice, ça peut être du cuivre, de l'aluminium, ou un isolant, suivant que le système refroidit ou réchauffe. Et je peux essayer ainsi d'innombrables configurations, car comme vous l'avez compris, je manipule des équations, pas de la matière. En clair, je fais des simulations. Et si je cherche à augmenter les surfaces d'échange thermique, c'est simplement parce que 90% de l'énergie thermique utilisée par les procédés industriels transite au moins une fois par des systèmes où il y a des échanges de chaleur. Donc, je vais chercher à les rendre plus légers, plus compacts et plus performants en termes de transfert thermique. Au bout du compte, l'objectif de ma thèse, c'est de proposer des méthodes aux industriels, des méthodes que je vais valider par mes simulations, afin de les permettre de concevoir des systèmes innovants qui respectent des contraintes et qui assurent quand même le meilleur rendement énergétique. Tout ça en m'inspirant de la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et ce biomimétisme va nous permettre d'être plus efficaces, mais également de mieux nous intégrer dans notre environnement. Car ça, pour le futur, c'est très important. Je vous remercie. Bravo Delphine. Alors là, vous avez commencé très fort, à 2 secondes près, vous aviez super calibré. Oui. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Oui, tout à fait. Bravo, bravo, et c'était pas facile d'être la première à commencer. C'est au tour maintenant de Christophe Linkwangshon. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Elle a mis la barre très haut tout de suite, hein? Oui. Bon. C'était du haut niveau. C'est du haut niveau, hein? Ouais. Christophe, on va d'abord tout vérifier. C'est bien votre diapo qui s'affiche. Très bien. Celle que vous avez demandé pour appuyer votre propos. Vous êtes en première année de thèse physique énergétique et vous allez nous parler ce soir du contrôle optimal d'un système pile à combustible de type PEMFC à partir d'outils de diagnostic basés sur des modèles de type réservoir computing. Oui. Prêt? Prêt. C'est à vous, c'est vous qui donnez le départ. Aujourd'hui encore, nous utilisons principalement les énergies fossiles. Et cela va durer encore quelques années. 50 ans pour le pétrole, 100 ans pour le charbon. Mais passé ce délai, selon vous, sur quelles nouvelles énergies pouvons-nous compter? Bien évidemment, les énergies renouvelables. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'hydrogène, et en particulier de mon objet d'étude, la pile à combustible. La pile à combustible est un fabuleux système capable de produire, sans polluer, de l'électricité et de l'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène. Ces deux ressources sont abondantes et renouvelables sur Terre. Mais alors, on peut se demander, pourquoi la pile à combustible n'est pas un produit commercialisé à grande échelle? Car il existe en fait plusieurs verrous technologiques qui l'en empêchent, notamment sa fiabilité. En effet, la pile est fragile et c'est dans ce contexte que j'interviens. L'hydrogène est composé de 2 éléments, un noyau et une charge d'énergie qui l'accompagne, l'électron. Imaginons un instant que cet hydrogène soit une personne.
Ce sont les vacances. Elle souhaite voyager et rejoindre un oxygène. Mais voilà, entre les deux, nous avons la frontière. Nous avons la pile à combustible. La pile à combustible est composée d'une membrane spéciale, un peu comme un portique de sécurité à l'aéroport. Une personne ne peut pas traverser un portique avec sa valise. Nous sommes d'accord. Eh bien ici, c'est la même chose. Pour que l'hydrogène puisse traverser la membrane, il doit déposer son électron sur le tapis. L'électron rentrera ensuite en mouvement, et c'est justement à cet endroit que le déplacement de cet électron va produire un courant électrique. À la fin, l'électron sera rendu à l'hydrogène, qui ensemble vont rencontrer un oxygène et se transformer en eau. Le principe a l'air simple, n'est-ce pas? Au final, on ne fait qu'emprunter l'électron de l'hydrogène. Mais en fait, le système est plus subtil que cela. En effet, la membrane est très mince, facilement déchirable. De plus, elle nécessite que plusieurs conditions soient réunies pour pouvoir fonctionner correctement. Mon combat consiste donc à équilibrer tout cela et à gérer l'affluence pour que tout le monde n'arrive pas en même temps. Et pour cela, je dois développer un outil capable de prédire le comportement de la pile, capable d'identifier les futures complications et surtout de prendre les bonnes décisions afin d'augmenter la durée de vie de la pile. Comme moi, de nombreux chercheurs et doctorants du monde entier collaborent ensemble pour ouvrir un par un chaque verrou technologique, afin qu'un jour, la pile à combustible devienne un produit de tous les jours. Et mon rôle dans tout cela, c'est d'être le médecin de cette future championne. Merci. Bravo Christophe. Merci. Tout s'est bien passé? Oui, ça va. Mission accomplie dans les 180 secondes. Merci Christophe. Merci. Troisième finaliste, j'appelle Amélie Klein. L'appel, on ne va pas tarder à arriver. Dès que le micro sera branché. Bonsoir Amélie. Armel. Armel. Bonsoir Armel, on la refait. Bonsoir Armel. On va beaucoup parler sciences ce soir et avec vous, on va parler ce soir anthropologie. Vous êtes en troisième année de thèse. Sociologie. Allez, sociologie. D'accord. Est-ce que la diapo, c'est bien celle que vous avez demandé pour illustrer votre projet? On est bon. Je vais peut-être être bon quand même sur la lecture du titre de votre thèse. Attention, il y a des pièges. Allez, on essaye. Connaissance, pratique et acceptabilité des gérontechnologies à La Réunion. Bravo, c'est ça. C'est à vous de jouer. Vous avez 180 secondes et c'est vous qui décidez quand vous démarrez. Je vous propose une petite virée avec les silvers. Vous voyez tous de qui je parle? Non? Alors c'est très simple, ils sont nombreux, ils vont l'être de plus en plus. Ils mesurent entre 55 cm et 2,50 m. Ils sont tous très différents et ils ne sont pas très bien vus dans la société. Vous avez deviné? Oui, c'est ça, les personnes âgées. Alors les personnes âgées aujourd'hui dans la société sont souvent assimilées à des fardeaux. On associe souvent la vieillesse à la dépendance. Mais c'est faux, car il y a autant de vieillissement qu'il n'y a d'individus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la population vieillit et qu'il faut trouver des solutions en accord avec le contexte actuel de fort chômage, de réduction des dépenses publiques et de changement des valeurs sociétales. C'est pour ça qu'a été créée la Silver Economy, ou l'économie des cheveux gris. Elle regroupe l'ensemble des activités économiques autour des personnes âgées, dont les gérontechnologies, qui sont l'ensemble des nouvelles technologies à destination des personnes âgées et de leur entourage, pour faciliter leur vie au quotidien. Alors on retrouve des technologies d'assistance, des technologies préventives, des technologies stimulatrices. On met beaucoup d'espoir derrière ces nouvelles technologies, ces gérontechnologies, et derrière cette silver economy, du point de vue économique. Mais on n'a pas un peu oublié les silvers dans tout ça? Comment les personnes âgées se positionnent face à ces nouvelles technologies et face aux reconfigurations sociales et sanitaires qu'elles induisent? Quelles sont les représentations de ces nouvelles technologies et quels sont les facteurs
qui détermine, qui explique l'acceptabilité et les pratiques de ces gérants de technologie. Voilà un peu les questions que je me pose dans ma thèse. Et pour y répondre, j'utilise 2 procédés. Premièrement, je vais fouiner dans les bases de données de grandes enquêtes sur la population réunionnaise pour dégager des grandes tendances. Et deuxièmement, j'embarque mon dictaphone, mes questions et mon sourire à la rencontre de nos aînés pour approfondir avec eux leur vie professionnelle, familiale, affective, leur contexte économique, domestique, pour mieux comprendre leur environnement. Mais globalement, ce que j'essaye de faire, plus généralement, c'est de comprendre et d'expliciter, dans le contexte de mutations socio-économiques extrêmement rapides et profondes à La Réunion, quelle est l'expérience individuelle et collective de l'avancée en âge. Et surtout, j'essaye de faire que nos aînés avancent en âge et qu'ils soient entourés de gris, pas de gris, mais qu'ils soient éblouis de plein de couleurs. Bravo Armelle. Le gong est terrible. Hein, Ouais. vous êtes arrivé au bout? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Merci. Et c'est maintenant au tour d'Arthur. Bonsoir. Bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Voici l'homme qui a répété son texte. Ah oui, il faut quand même laisser terminer, vous découvriez sa thèse. Voilà, l'homme qui répète même en se brossant les dents, il me l'avoue tout à l'heure. Énormément répété. Je suis sûr qu'on va voir une performance du coup au top. Arthur, vous êtes en 2e année de thèse, physique du bâtiment. Et votre thèse s'intitule « Apport de dispositifs de vitrage innovants en physique du bâtiment, modélisation, expérimentation et application ». La diapo, c'est bon? C'est bien ça. La diapo, c'est bon? Oui, j'ai oublié tout à l'heure de demander aux autres, vous voulez le signer à la 30 secondes? Non, c'est bon, c'est merci. C'est bon, et c'est parti pour vous, on vous écoute. Merci. Ils sont parfois grands ou petits, larges ou étroits, ouverts ou fermés, avec des usages divers et variés. Et oui, vous l'avez bien compris, je suis en train de vous parler du bâtiment, la construction, de l'architecture, de la maison. Ah oui, la maison. C'est quand même un endroit où on se sent confortable, en sécurité. On s'y sent bien, quoi. À l'origine, construire servait à se protéger. Se protéger des aléas climatiques comme la pluie, le soleil ou le vent. Mais servait aussi à se protéger des dangers et des menaces extérieures. Mais construire son habitat n'est pas propre à l'homme. En effet, de nombreuses espèces le font pour les mêmes raisons. On peut donc dire que s'abriter est universel. C'est le caractère essentiel et originel de la construction. Et aujourd'hui, tout s'accélère, tout va de plus en plus vite. On construit de plus en plus, et on attribue de plus en plus de fonctions aux bâtiments, comme s'éclairer la nuit, se chauffer. Et tout s'accélère et tout va de plus en plus vite. Et si on ne fait pas attention, on pourrait passer à côté de l'essentiel. Tout s'accélère et tout va de plus en plus vite. Et avec la découverte de nouveaux matériaux, on est aujourd'hui capable de construire bien plus efficacement, bien plus haut et voire plus loin. Parmi ces nouveaux matériaux, le verre. Le verre a considérablement changé la façon de construire. En effet, il est central à l'architecture, car c'est à travers lui qu'on laisse entrer la lumière naturelle. Lumière naturelle si essentielle et vitale au bon fonctionnement de nos vies. Je vais maintenant vous demander de visualiser. Visualisez votre future maison ou votre futur bureau. Comment vous le voyez? Plus grand, plus spacieux pour certains, plus écologique pour d'autres, plus confortable, plus lumineux, plus sécuritaire, plus sobre en énergie. Eh bien oui, mesdames et messieurs, le bâtiment de demain sera tout ça en même temps. En tout cas, c'est le pari que je me suis fixé. C'est pour ça qu'en ce moment, je travaille sur des vitrages innovants et intelligents. Ils ont la capacité de changer de couleur en réponse à un stimulus extérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des lunettes de vue qui changent de couleur en présence de lumière. Eh bien, c'est pareil. Le vitrage, il aura plutôt tendance à se teinter en présence abondante de lumière, et au contraire, il aura plutôt tendance à s'éclaircir quand il y aura très peu. Mon rôle dans tout ça, c'est de bien sûr comprendre son fonctionnement, d'étudier son comportement et de le tester expérimentalement. Ainsi, je serai capable de prédire et d'évaluer son impact. Impact positif sur le bâtiment et impact positif sur nos conditions de vie. Conciliant innovation et technique, je vous invite donc tous, maintenant,
ensemble et avec moi, à imaginer, à penser nos bâtiments de demain, nos bâtiments du futur, avec comme préoccupation principale notre bien-être et la préservation de notre environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo Arthur. Merci. T'es gaillard. Ah, t'es super. Franchement, génial. Elle se fait de pression, mais ça va. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et c'est Sandra Bose qui nous rejoint à présent. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Tout va bien? Ça va. Sandra, vous êtes en première année de thèse, vous travaillez sur la virologie. Oui. Et vous allez nous parler de l'étude des facteurs viraux moléculaires impliqués dans la pathogénicité du virus Zika chez l'homme. C'est bon? C'est tout bon. Vous êtes prête? Vous voulez le signal à 30 secondes? J'aurai le truc, c'est bon. D'accord. C'est parti, c'est votre tour. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un virus. Nous sommes il y a un peu plus de 70 ans, dans une dense forêt d'Afrique, la forêt Zika. Un petit groupe de chercheurs décidait de placer des singes à la cime des arbres dans le but de contrôler la circulation de dangereux pathogènes pour l'homme, comme par exemple la terrible fièvre jaune. Quelques jours plus tard, ils décidèrent de faire le tour des singes pour voir si tout le monde allait bien. Mais un de leurs singes présentait de légers signes de fièvre. Par précaution, ils décidèrent de lui faire une prise de sang. Et c'est alors qu'une fois arrivés au laboratoire, lors de l'analyse de ce même sang, ils y découvrirent non pas le virus de la dengue, non pas le virus de la fièvre jaune, mais un nouveau virus. En science, on appelle ça une découverte fortuite, un grand mot pour dire qu'on l'a découvert, mais qu'on l'a pas vraiment fait exprès. Imaginez d'ailleurs la surprise des chercheurs qui furent tellement pris de court qu'ils lui donnèrent un nom très original, le virus Zika. Nous voici donc en 1947 avec un nouveau virus sur les bras. Mais bon, étant donné qu'il n'était pas pathogène pour l'homme, à quoi bon l'étudier? Grossière erreur, car la suite, nous la connaissons tous. Le petit Zika, autrefois délaissé par la communauté scientifique, décida d'évoluer, de changer, mais cela ne suffisait jamais à faire parler de lui. Entre 2013 et 2015, Zika en eut assez de se faire voler la vedette par H1N1 ou encore Ebola, et il décida de muter, de gagner en virulence, et là il devint la star des médias. Moi, c'est ici que j'interviens, et mon rôle c'est de comprendre comment Zika en est arrivé là. Pour bien comprendre l'objectif de ma thèse, imaginez qu'un virus soit un tout petit cambrioleur qui va rentrer dans une de vos cellules, lui dérober son énergie et sa photocopieuse dans le but de se multiplier. Dans la plupart des cas, ce petit cambrioleur entre avec tellement de brutalité et de maladresse qu'il fait sonner toutes les alarmes. Alors, la police arrive, autrement dit votre système immunitaire, et le voici coincé, les menottes aux poignets. Eh bien ça, c'était Zika. Mais ça, c'était avant. Maintenant, Zika est devenu un super cambrioleur, le genre de ceux qui cambriolent les banques incognito et qui fait sonner les alarmes qu'une fois qu'il a terminé son casse. Dans ce cas, votre système immunitaire arrive, mais malheureusement, il est trop tard. Zika lui a échappé et il se dissémine partout. Et là, Vouton est malade, et parfois même sévèrement. L'objectif de mon travail, il est là. C'est d'identifier quelles sont les mutations qui ont transformé Zika en super cambrioleur. Si je les trouve, elles pourront servir à la fabrication d'un vaccin qui pourra sans doute vous empêcher, vous, de vous faire cambrioler par ce petit filou. Bravo Sandra. Tout à l'heure en répétant, j'avais dit ça parlait tellement vite qu'on avait l'impression que vous alliez pouvoir présenter votre thèse en 1 minute, mais là c'est bon, vous êtes dans le timing. Bravo, merci. Merci beaucoup. Et c'est Cécile Nobile qui nous rejoint à présent. On découvre
Ah non, j'ai pas de diapo. Donc... Eh bien non, justement, comme Sandra, vous n'avez pas de diapo, mais on découvrait le nom, l'intitulé de votre thèse. Vous êtes en 3e année de thèse, vous travaillez sur le recyclage. Oui. Et vous allez nous parler des effets de l'apport de produits résiduaires organiques sur la disponibilité et la phytodisponibilité du phosphore dans les sols agricoles de La Réunion. Rien que ça, vous êtes prête ? C'est exact. Je suis prête. 180 secondes, c'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi se nourrissait une plante? Généralement, on pense en premier lieu à l'eau et au soleil, puis aux nutriments ou molécules contenus dans la terre. Les plantes puissent en effet 3 nutriments majeurs grâce à leurs racines. Alors ceux d'entre vous qui cultivent quelques légumes dans leur potager, ou quelques autres plantes riches en THC, les connaissent peut-être. Il s'agit de l'azote, du potassium, et de celui qui nous intéresse ici, le phosphore. Dans le monde, pour fournir du phosphore aux plantes, cela fait des années qu'on utilise un engrais minéral, fabriqué à partir de ressources naturelles, des minerais qui se trouvent au Maroc, en Chine et aux États-Unis. Sauf qu'à force de puiser dans ces ressources, elles diminuent, et la situation devient de plus en plus inquiétante. Dans environ 10 ans, certains petits agriculteurs risquent déjà de ne plus avoir accès à ces engrais minéraux. Et à plus long terme, on va inévitablement faire face à une pénurie d'engrais minéral à un niveau planétaire. C'est là que chacun d'entre nous s'interroge, l'œil empli d'inquiétude et la voix de stupeur. Mais de quoi va-t-on donc nourrir nos pieds de courgettes, de Marie-Jeanne ou de maïs? Il faut en effet trouver un autre moyen de fournir du phosphore aux cultures. Mon travail consiste alors à étudier l'utilisation des résidus organiques, c'est-à-dire des déchets issus d'êtres vivants, par exemple du compost, du fumier de vache, ou encore des bouts de stations d'épuration. Alors l'utilisation de certains résidus en agriculture, comme le fumier, est très ancienne. Mais pourtant, on connaît mal leur efficacité. Comment savoir si un engrais minéral, ou un fumier par exemple, sera le plus efficace pour nourrir une plante? Eh bien, pour le savoir, lors de mon travail, je pars en immersion, dans un monde que chaque jour, vous et moi, nous foulons. Mesdames et messieurs, moi, c'est dans le sol que je mène mes recherches avec passion. Mon but est de comprendre les processus biologiques et physico-chimiques qui se déroulent dans le sol, quand on apporte un engrais minéral ou quand on apporte un fumier, par exemple. Comprendre ces processus permet de déterminer pourquoi les racines des plantes parviennent à prélever ou non le phosphore apporté. J'espère ainsi pouvoir dire aux agriculteurs, ou peut-être à vous qui cultivez vos légumes, que vous pouvez remplacer les engrais minéraux par un fumier ou par une boue de station d'épuration, et que cela sera véritablement efficace pour nourrir les cultures. Pour conclure, je vous dirais donc que les résidus organiques pourraient dans le futur garantir la production de maïs, de canne à sucre, de fraises ou de courgettes, tout en préservant les ressources minérales de la planète. Merci. Bravo Alexandra. Cécile, mais oui, c'est un problème avec les prénoms. Vous êtes satisfaite de votre performance? Oui, ça va. On verra avec le jury tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Et c'est maintenant le tour d'Alexandre Dijoux. Ça va Alexandre? Oui, très bien. Prêt? Oui. Alexandre, vous avez demandé l'appui d'une diapositive. C'est ça. C'est bien ça? C'est elle. C'est avec ça qu'on va travailler. Vous êtes, Alexandre, en 2e année de thèse, physique, bâtiment et énergie. Oui. Et vous allez nous parler ce soir de l'influence du comportement transitoire et hors nominal des échangeurs de chaleur sur les performances d'un cycle ORC appliqué à l'énergie thermique des mers. On se réjouit. Moi aussi. Allez, c'est parti, 180 secondes. C'est bon. Il était une fois un homme nommé Robinson qui s'échoua sur une île. Loin de se laisser abattre, Robinson réinventa alors toutes les technologies modernes pour subvenir à ses besoins ou à son confort, le confort devenant parfois un besoin. Le fait d'être sur une île isolée de tout lui posa cependant quelques ennuis, notamment en termes d'énergie. Ce qui l'embêtait,
c'était de ne pas pouvoir alimenter cette boîte si précieuse qui contient ses plus beaux souvenirs. Non, je ne parle pas de sa boîte crânienne, mais bien de son smartphone. Il lui fallait produire de l'électricité. Mais comment? En brûlant du charbon ou du fioul dans une centrale thermique? Il n'en a pas sur son île. Alors peut-être en exploitant les énergies du vent ou du soleil. Mais ces énergies, elles fluctuent. Elles ne fournissent pas toujours la même quantité et surtout pas forcément quand il en a besoin. Quel désarroi! C'est alors que Robinson rencontra un thésard à l'esprit un peu déjanté, qui lui expliqua qu'il avait à sa disposition un énorme réservoir d'énergie, une immense surface qui capte l'énergie du soleil et la stocke, rendant cette ressource disponible de jour comme de nuit. Cette surface, elle était là, tout autour de lui, la mer. L'eau de mer en surface, chauffée en journée par le soleil, reste chaude même la nuit. L'eau des profondeurs, en revanche, reste toujours froide. L'idée était d'utiliser cette différence de température pour produire de l'électricité. Pour cela, notre thésard, comme tout savant fou qui se respecte, a utilisé plusieurs cobayes qu'il a quelque peu martyrisés. Ce ne sont pas des cobayes ordinaires néanmoins, car il s'agit de fluides. Ces fluides, il leur réservait un sort peu enviable. Il commençait d'abord par les faire bouillir au contact de l'eau de mer chaude de surface. Oui, mesdames et messieurs, ces fluides bouillent comme l'eau de votre casserole au contact de l'eau de mer de surface. Ils se transforment alors en vapeur, et là, on les fait passer dans une turbine qui tourne et produit de l'électricité comme une dynamo. Ensuite, avec l'eau froide des abysses, on les refroidit, ils redeviennent liquides et on les renvoie dans un cycle infini. Ce thésard compare ensuite tous ces fluides, suivant plusieurs critères pour choisir le meilleur. Vous l'aurez compris, ce thésard fou, c'est moi. Sauf qu'au lieu de chercher à dominer le monde, je cherche à proposer aux gens qui, comme Robinson, comme vous ou comme moi, habitent sur une île, une énergie propre, renouvelable et stable. Merci. Bravo Alexandre. Ouf. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Très bien. Merci beaucoup Alexandre. Merci à tous. On en est déjà au 8e finaliste et c'est une finaliste. Anne-Claire d'Orsemence nous rejoint. On découvre l'objet de votre thèse. Et avec vous, Anne-Claire, on va parler ce soir de santé, puisque vous êtes en 2e année de thèse. Vous travaillez sur les maladies chroniques, le diabète en particulier. Oui. Votre thèse s'intitule « Diabète, inflammation et stress oxydatif, impact sur la barrière hémato-encéphalique, la neurogenèse et la réparation cérébrale ». C'est correct. Tout ça en 180 secondes, c'est à vous. Merci. Le sucre, vous connaissez, non? Le sucre fait partie de notre alimentation. Mais comme toute chose consommée en excès, il peut avoir des effets néfastes sur la santé, et notamment chez les souris et chez les poissons zèbres. Un poisson zèbre? Eh bien, c'est un zèbre qui a décidé de retourner à l'eau. Il a échangé ses sabots contre des nageoires. C'est un choix. Il a par contre conservé ses zébrures parce qu'il faut l'avouer, elles sont bien jolies et sont particulièrement bien adaptées à sa morphologie. Depuis quelques années, ces petits animaux consomment de sucre de façon abusive, jusqu'à développer un diabète de type 2 avec toutes les complications qu'on lui connaît. Problèmes au niveau des yeux, des pattes, des nageoires, du cœur, et j'en passe. Les raisons de cette consommation massive de sucre ne sont pas très claires, voire même assez obscures. Toujours est-il que c'est une véritable maladie, une véritable épidémie qui émerge actuellement et qui défraye l'actualité. Elle a été baptisée la maladie du soda. Il n'y a que les industriels qui se réjouissent de la situation, car désormais, les canards ne sont plus les seuls à faire du foie gras. Ils vendent donc le sucre et augmentent en même temps leur production pour les apéros dînatoires. C'est pour eux une maladie très rentable. C'est dans ce contexte critique que je réalise ma thèse entourée de mes poissons et de mes souris.
Les objectifs de mes travaux sont de comprendre et de démontrer les dangers d'une consommation massive de sucre sur la santé. Comment ? Je prends ces petits animaux, je les mets en contact avec du sucre et je les étudie. Je relève leur niveau de stress oxydant. Alors, c'est comme du stress, mais en dedans. J'observe leur barrière hémato-encéphalique. C'est une sorte d'enveloppe qui, normalement, protège le cerveau, que le sucre perfore, ce qui a pour horrible effet de laisser filtrer les mauvaises idées et surtout les plus sombres. J'étudie également leurs neurones et leur comportement. Mon but est d'apporter des preuves scientifiques, tangibles et irréfutables à ces petits animaux pour qu'enfin ils changent leurs habitudes et préservent leur santé. Alors, évidemment, en tant qu'humain évolué, faire des expériences aussi coûteuses en temps et en argent pour montrer les dangers de ces mauvais effets sucrés est en soi assez risible. Mais n'oublions pas ici qu'il s'agit de protéger d'eux-mêmes ces petits animaux idiots, ces souris sottes et ces poissons zèbres qui n'ont pas nos ressources. Nous avons nos dirigeants à mèche peroxydée et aux yeux bleu marine qui sournoisement veillent sur notre santé. N'oublions pas également que ces petits animaux n'ont pas ces capacités de réflexion supérieures qui font de nous, ces humains, trop humains que nous sommes. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous buvez ? Merci. 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 Ils sont bons, hein. Il n'y a pas d'accident depuis qu'on a commencé, personne qui est... Franchement, c'est à présent au tour d'Édouard Lebon de nous rejoindre. C'est à vous, Édouard. J'avoue que j'ai un peu peur là, Édouard, parce que j'ai lu dans votre dossier, on vous demandait de raconter une anecdote. Vous avez dit un jour je passais mes déchets au mixeur, mais il était mal fermé et paf, j'ai repeint la pièce. Et c'est pas la pire. Hein. Ouais, et une après-midi, je brûlais de la matière organique dans un four à 500 degrés et la fumée a déclenché l'alarme incendie de l'université. C'était un peu la panique. Ouais. J'ai peut-être été un peu vite en disant que jusqu'ici on n'a pas eu d'accident. Bon, j'espère que tout va bien se passer. J'espère aussi. Édouard, vous êtes en 3e année de thèse, vous travaillez vous aussi sur la physique du bâtiment et énergie. Et votre thèse... Alors oui, d'abord la diapo, c'est bon ? C'est la bonne, oui. C'est la bonne. Votre thèse s'intitule « Optimisation de la méthanisation sèche des déchets ménagers, étude d'impact de l'épandage des digestats ». Ah oui, vous êtes prêts ? On y va ? Oui, je suis prêt. C'est parti. C'est bon. J'ai une devinette pour vous. Quel est le point commun entre le pétrole, le charbon et le contenu de votre poubelle? Alors, vous levez votre langue au chat? Eh bien, il s'agit de 3 sources d'énergie. Oui, mesdames et messieurs, vous pouvez transformer vos déchets en énergie, mais également en fertilisant. Mais contrairement au pétrole ou au charbon qu'on déterre, actuellement, nous, nos déchets, on les enterre, si bien qu'ils finissent, la plupart du temps, en centre d'enfouissement. Plutôt ironique, vous ne trouvez pas? D'un côté, on cherche de l'énergie, de l'autre, on en jette. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous vous demandez probablement comment transformer vos vieux morceaux de pizza ou vos vieux mouchoirs en énergie et en fertilisant. Eh bien, figurez-vous que vos déchets ne sont pas perdus pour tout le monde. En effet, il existe un petit groupe de bactéries plutôt difficiles à vivre, appelées bactéries méthanogènes. Ces dernières ne tolèrent ni les variations de température, ni le grand air frais, ni les milieux trop acides, ni les milieux trop basiques. Bref, vous l'aurez compris, ce sont de vrais casse-pieds. Néanmoins, elles possèdent une qualité, et pas des moindres. Elles sont capables de manger la matière organique. Et cela inclut, vous l'aurez sans doute compris, vos déchets. Ce faisant, elles sont capables de transformer ce qu'elles mangent en méthane, un gaz inflammable pouvant à terme servir à remplacer le gaz de ville. Mais ça ne s'arrête pas là, car les déchets qu'elles ne vont pas manger vont bien souvent se retrouver enrichis en azote, phosphore et potassium, les ingrédients d'un excellent engrais. Plutôt pratique, vous ne trouvez pas? Alors là, vous demandez sûrement, et moi, en tant que physicien, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Eh bien moi, mon travail consiste à développer un modèle mathématique servant à prédire la production de méthane de ces bactéries, ainsi que la vitesse à laquelle elles vont le produire. Et ça, selon ce qu'on leur donne à manger. Ça nous permettra
de savoir quelle quantité d'énergie on peut en retirer, et surtout quand est-ce qu'elle sera disponible. Une information cruciale, notamment si on veut, au hasard, revendre cette énergie. Une autre partie de mon travail consiste également à vérifier la qualité du fertilisant. Pour mener à bien mes travaux, j'ai dû m'improviser restaurateur. Oui, vous m'avez bien entendu, restaurateur. Mais un restaurateur un peu spécial. En effet, je ne sers que ce que je trouve dans vos poubelles. Ce faisant, je me suis amusé à nourrir mes petites bactéries afin de récolter un maximum d'informations pour cette fois, alimenter mon modèle mathématique. Au fil du temps, je me suis même amusé à essayer quelques petits mélanges et j'ai mis au point quelques recettes me permettant de doper ma production de méthane, mais également d'énergie. D'ailleurs, à la fin de la présentation, si ça vous dit, vous pouvez venir manger chez moi. Merci. Merci à vous. Bravo Edouard. Merci. Parfait. Hein, un peu stressé quand même. Oui, bravo en tout cas. J'ai pas mis le feu. Bravo Edouard. 10e finaliste est à présent Virginie Rodemouche qui nous rejoint. Oui. Vous avez vu, vous étiez la plus concentrée là, pendant les préparations. Hein. C'est ça, on a eu un bon prof, alors je le mets en exercice. Bon. Virginie, vous êtes en 2e année de thèse, vous travaillez vous aussi sur la physique du bâtiment, mais plutôt sur le côté social. On va le voir, le découvrir avec vous ce soir. Il y a une diapo, c'est bon? Oui. Et votre thèse s'intitule « Évaluation et retour d'expérience d'un écoquartier en milieu tropical, le cas du quartier de Ravine Blanche à l'île de la Réunion ». C'est ça. Vous êtes prête? Oui. On y va? C'est bon. C'est parti. Fixez ces deux images pendant quelques secondes. Et maintenant, fermez les yeux. Imaginez-vous une belle journée d'été ensoleillée. Vous avez envie d'aller vous reposer dehors. Vous sortez et décidez d'aller vous allonger sur ce banc là-bas, celui au milieu du parc, à l'ombre des arbres. Vous êtes bien installé. Une légère brise vous caresse le visage. Ni trop fort, ni trop faible. Juste ce qu'il faut. Vous vous sentez vraiment bien ici et maintenant. Vous n'avez ni trop chaud, ni trop froid. Vous êtes comme dans un rêve. Et ce rêve s'appelle le confort thermique. Brusquement, il n'y a plus d'arbres pour vous faire de l'ombre, plus aucun mouvement d'air. Vous ne ressentez plus que l'ardeur du soleil sur votre peau et partout autour de vous. C'est insupportable. Vous préférez partir. Vous marchez à la recherche d'un abri, mais devant vous se dresse une route sans fin, brûlante en plein soleil. Il fait si lourd, vous transpirez, ça vous colle de partout. Vous n'en pouvez plus. Et là, stop, ouvrez les yeux. Ouf, on a eu chaud. Hein. Ça commençait à virer un peu au cauchemar, n'est-ce pas? Enfin, quoique, on n'est pas si loin de la réalité. Ce cauchemar s'appelle l'inconfort thermique. Eh bien, mes travaux de thèse consistent à faire en sorte que ce rêve ne devienne pas votre pire cauchemar. Et ce, en étudiant de plus près votre sensation de confort au sein de nos quartiers, de nos villes. Des modèles mathématiques permettant de quantifier votre niveau de confort existent déjà. Ils sont basés sur des paramètres climatiques, température, humidité, vitesse du vent, intensité du soleil. Ça ressemble un peu à un bulletin météo. Mais pas que. Des paramètres personnels entrent aussi en jeu, comme votre âge, les vêtements que vous portez, ou votre niveau d'activité, qu'on va étudier grâce à des questionnaires. Mais des études ont montré que ces modèles devaient être calibrés en fonction du climat, du contexte d'étude. C'est pourquoi, afin de valider un modèle pour le climat tropical de la Réunion, je me balade dans nos quartiers, armée d'une station météo effrayante et d'une pile de questionnaires. Je vous laisse juste imaginer la scène en vrai. Tout ça pour vous demander si vous avez chaud ou pas, au moment précis où je vous parle et à l'endroit précis où vous vous trouvez. De nos jours, on cherche à bâtir des villes plus sûres, plus respectueuses de l'environnement, plus économes en énergie, en oubliant bien trop souvent le confort de ceux qui y vivent. Ce que je souhaite, apporter ma petite pierre dans la construction des villes tropicales de demain.
Des villes que l'on ne cherche plus à fuir lors d'une belle journée d'été, mais des villes où il fait bon vivre. Alors cette fois-ci, gardons les yeux bien ouverts et ensemble faisons en sorte que mon rêve devienne notre réalité. Justin, tout Justin. C'était fait pour. C'était bien travaillé. Et puis gros travail sur la gestuelle aussi. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est maintenant notre dernier finaliste qui nous rejoint, Clément Tristram. Bienvenue Clément. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous étiez encore en cours il y a quelques instants. C'est ça. Bon, vous avez eu le temps de vous concentrer quand même? Oh oui, ça va. Vous avez déjà soutenu votre thèse? Oui, oui. Je suis en première année post-thèse. Voilà. Écologie marine, c'est de ça qu'on va parler. C'est ça. La thèse s'intitule « Écologie trophique de poissons prédateurs et contribution à l'étude des réseaux trophiques marins aux abords de la Réunion ». Dans 3 minutes, on aura tout compris. C'est à vous. Voilà, plus que 3 minutes. La diapo, c'est bon? J'ai oublié de vous demander. Pas de diapo pour vous. Excellent. Excellent. Basique. On y va, c'est parti. Quand vous voulez. Est-ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont déjà dit que manger du poisson pouvait rendre intelligent? Oui? Alors, c'est une idée qui a eu beaucoup de succès, puisque depuis 1950, la demande mondiale en poissons a été multipliée par 9, sans que la quantité de poissons disponibles dans l'océan n'ait, elle, changé. À La Réunion, la filière de pêche artisanale traverse une période difficile, puisque sa production a été divisée par 3 entre 2000 et 2010, sans que le nombre de pêcheurs n'ait foncièrement changé. Et ça, c'est un signe de surexploitation. Ça veut dire que la quantité de poissons qui est pêchée chaque année de l'océan n'est pas compensée par les naissances, et leur abondance diminue progressivement. Cependant, il convient de rester précautionneux, puisque de grandes différences existent d'une espèce à l'autre. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir à la poissonnerie comme poisson pour nous rendre si intelligents? Eh bien, pour le savoir, il faut bien connaître les relations alimentaires entre les espèces. En effet, la diminution d'abondance d'une espèce peut avoir des conséquences sur d'autres espèces de l'écosystème. On peut imaginer une augmentation de la quantité de ses proies qui se font moins manger. Ou alors, au contraire, l'augmentation de la quantité d'une espèce qui était en compétition pour la nourriture et une abondance en proie qui reste constante. Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut bien connaître les régimes alimentaires, et c'est là-dessus que j'ai passé mes 3 années de thèse, à essayer de répondre à la question « qui mange qui ?» parmi les espèces qui sont en interaction avec la pêche artisanale à La Réunion. Pour répondre à cette question, j'ai dû enfiler ma tenue de détective. Mais un détective un petit peu particulier. En effet, je connais déjà le meurtrier, c'est le poisson que je suis en train d'étudier. Et ce que je cherche à savoir, c'est connaître l'identité de sa victime à partir de ses restes digérés dans les estomacs. En détective, j'ai saisi le premier indice qui passait à ma portée, c'était un joli thon. Et je commençais à tirer le fil de ce que je pensais être la chaîne alimentaire. Vous aussi, vous auriez cru ça? Oui, eh bien vous vous seriez trompé. Exactement comme je me suis trompé. En effet, mes résultats de thèse montrent que les relations alimentaires entre les espèces ne suivent pas quelque chose de linéaire, comme un fil ou une chaîne, mais plutôt quelque chose de réticulé, comme un réseau ou un sac de nœuds. Le thon dont je vous parlais se nourrissait en fait de sardines qui se nourrissent de larves de thon, qui, quand elles grandissent, se nourrissent de sardines. Mais alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a moins de sardines? Est-ce que j'aurai moins de thon parce qu'ils auront moins à manger? Ou est-ce que j'en aurai plus parce qu'ils vont moins se faire manger? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut bien décrire les régimes alimentaires des espèces. C'est ce que j'ai essayé de faire et que je continue à faire. Et nous voudrions compléter ces données avec des connaissances sur la reproduction des espèces et les cycles reproducteurs afin de pouvoir générer des scénarios de gestion et contribuer à établir des stratégies de pêche durables pour pouvoir dire à nos enfants et à nos petits-enfants dans l'avenir, mangez du poisson intelligemment. Alimentaire, mon cher Watson. On va terminer très fort, Clément, avec le gong juste à la dernière seconde. Merci beaucoup, Clément. C'est ce qu'on appelle sauvé par le gong. Merci, vous avez clôturé la prestation des 11 finalistes. Je vous invite à rejoindre votre place et je vous invite vous à les applaudir tous parce que vraiment...
On m'avait dit, moi j'étais pas venu l'année dernière, on m'avait dit tu verras c'est top et vraiment c'est très très impressionnant. J'avais essayé de m'entraîner la mercredi avec le débat des présidentielles, ils avaient 1 minute pour répondre, il n'y en a aucun qui a respecté la minute, ici tout le monde a respecté les 180 secondes. Le niveau n'était pas des réponses des politiques, n'était pas toujours non plus au niveau d'une thèse, mais bon vraiment bravo à tous, vraiment c'était très très impressionnant. C'est maintenant le moment de la délibération du jury. Ça va être rude parce que vraiment le niveau était très très élevé. On va avoir 45 minutes pour délibérer. C'est aussi le moment où vous, public, vous allez pouvoir voter pour déterminer qui aura le prix du public. Il y a 2 prix du jury, 1 prix du public. Je vous ai dit tout à l'heure, à la règle du jeu, vous avez reçu un petit jeton avant de rentrer dans la salle, dans le petit sac que vous avez reçu. Et vous avez vu à l'extérieur, il y a des urnes qui ont été disposées avec une pour chacun des candidats, avec leurs photos. Donc voilà, vous glissez le jeton pour le candidat de votre choix. Il y a quelques rafraîchissements qui vont vous être servis. Et on se retrouve dans 45 minutes. À tout à l'heure. Rebonsoir à tous, merci d'être restés pour la deuxième mi-temps. Le suspense est insoutenable, le jury a délibéré, vous avez voté pour le prix du public. Dans quelques instants, les prix seront attribués. Mais d'abord, nous allons accueillir sur cette scène le président de l'université, M. Miranville, qui va nous adresser quelques mots. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on leur donne à eux aussi ouais. Bonsoir, M. Miranville. Bon, la tentation est grande, évidemment, de donner également 180 secondes pour les discours. Ça vous semble... ouais. Vous êtes prêt à jouer le jeu, M. Miranville? Non, je peux déroger quand même à cette règle, non? Je ne sais pas, le gong va, à mon avis, venir résonner. D'abord, juste avant de... Vous avez un peu suivi les prestations. Vous avez été impressionné? Alors, j'ai malheureusement pas pu suivre donc, les prestations, mais on m'en a parlé. Et effectivement, je pense que par rapport à la demi-finale, on m'a dit que ça s'était largement amélioré. Et qu'on a d'excellents finalistes. Et on verra qui est le finaliste parmi les finalistes. Vous avez 180 secondes. Merci beaucoup, monsieur le conseiller régional, cher Louis Arpent. C'est sérieux, on lance le décompte là. Monsieur le vice-président du conseil d'administration en charge de la recherche et de la valorisation. Cher directeur des écoles doctorales, chers doctorantes, chers doctorants, mesdames, messieurs, c'est un immense plaisir évidemment de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre à l'occasion de cette finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple, auquel on ne m'a pas préparé, mais bon, je vais essayer de m'y plier. Et évidemment, donc c'est un bonheur en fait de voir l'Université de La Réunion être comptée parmi donc les 27 établissements qui se livrent à cette finale régionale. Cet exercice est un exercice qui n'est pas du tout simple pour nos jeunes doctorantes et doctorants, et sachez que c'est un exercice qui n'est pas simple non plus pour nous et pour moi aujourd'hui, mais j'en suis très fier dans le sens où effectivement notre établissement a positionné la recherche comme étant une véritable priorité. Nous souhaitons faire de notre établissement et de nos laboratoires en particulier des véritables pôles d'excellence scientifique à rayonnement international. Et cette recherche passe bien évidemment par nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs, mais aussi par nos doctorantes et par nos doctorants. Je suis particulièrement content parce que, en plus, le laboratoire auquel j'appartiens est bien représenté donc, à l'occasion de cette finale régionale. Et je tiens bien sûr, naturellement, à féliciter l'ensemble des 19 candidatures qui se sont présentées à l'occasion de cette finale régionale. C'est un véritable exercice difficile, compliqué, délicat, mais en même temps extrêmement important, que d'être en capacité d'avoir une vision globale sur son sujet de thèse, d'être en capacité de le synthétiser, de le présenter de façon tout à fait compréhensible au grand public et faire en sorte que finalement, eh bien, la problématique qui est la vôtre dans le cadre de vos travaux de thèse, eh bien, soit une problématique que vous soyez en capacité de maîtriser totalement.
Donc la thèse de doctorat, c'est un travail, je dirais, qui est un travail complet, qui doit être beaucoup plus valorisé dans le cadre du monde professionnel. Et je remercie bien sûr l'ensemble des membres du jury, sous la présidence du vice-président recherche et valorisation, et qui a été accompagné de membres du monde socio-professionnel en particulier, et bien d'avoir pris le temps, je dirais, d'analyser l'ensemble des candidatures et d'avoir identifié donc le lauréat ou les lauréats, je dirais, de cette édition. Donc c'est vraiment un immense plaisir pour moi, encore une fois, que d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vais céder ensuite la parole au conseiller régional Louis-Bertrand Grondin, mais encore une fois, donc, je souhaite féliciter les 19 candidats. Je serai parmi vous donc qu'un moment, je ne pourrai pas malheureusement rester toute la soirée, mais globalement je souhaite déjà féliciter donc le lauréat, les lauréats je dirais de cette édition et l'encourager à être le finaliste au niveau national et pourquoi pas au niveau international parmi effectivement l'ensemble des personnes qui pourront postuler au niveau international en Belgique, je crois, m'a-t-on dit, dans quelques mois. Voilà, je vous remercie bien sûr l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des participants à l'occasion de cette belle édition de la finale régionale de la ma thèse en 180 secondes. Voilà, alors... merci à tous. Bravo. Moi, je ne sais pas pourquoi le gong n'a pas retenti. Il y a eu Merci beaucoup, Monsieur Mirambide. Nous invitons à présent le vice-président du Conseil régional, Louis-Bertrand Grondin, à nous rejoindre. Monsieur Grondin, qui lui faisait partie également du jury. Vous êtes prêt à respecter la même règle, 180 secondes? On va tenter. Bon. On va tenter l'exercice. À vous pour 180 secondes. Monsieur le Président de l'Université, merci de m'avoir invité ce soir. Chers doctorants, mesdames et messieurs. Ah, il y a un aléa, j'ai des secondes en plus. On vous rajoutera 3 secondes. Donc je suis très, très fier ce soir d'être parmi vous, en tous les cas, pour ma thèse en 180 secondes. Aussi, c'est avec un réel plaisir donc, que je représente ce soir le président de région, Didier Robert, donc, qui m'a chargé, en tous les cas, de vous saluer. Je voudrais, si vous le permettez, donc, féliciter tous les candidats. En effet, je crois qu'il faut avoir du courage et pour relever ce défi que vous avez relevé, qui consiste à présenter plusieurs années d'études et de recherche en 3 minutes, un véritable challenge qui relèverait presque de l'impossible. Et pourtant, votre présence nous prouve le contraire et vous pouvez être fiers de vos réalisations, de votre inspiration et de votre originalité et de cette capacité à mêler brillamment technique et créativité. Et il y en a eu ce soir. Ce concours est une expérience riche qui permet aux étudiants de diffuser leurs recherches dans l'espace public et ce faisant de parfaire leur aptitude en communication et en vulgarisation. Mais c'est aussi l'occasion pour les doctorants, mais aussi pour le jury et pour l'auditoire de prendre conscience de leurs compétences et des atouts d'une formation qu'est la recherche. Enfin, au-delà d'un concours d'éloquence scientifique, ce moment représente une formidable opportunité de sensibiliser la société sur l'importance de la recherche, aussi bien pour le dynamisme de notre territoire que pour notre vie quotidienne. C'est ce que vous avez réussi à faire brillamment ce soir, parce que je vous avoue que j'ai tout compris. La collectivité régionale a donc décidé de faire de l'insertion professionnelle et de la formation des jeunes une priorité de son projet de mandature 2015-2021. En effet, ce projet repose désormais sur 7 piliers, dont le premier est celui de la jeunesse, et il s'attache à constituer un passeport de réussite pour chaque jeune réunionnais. Il doit ainsi permettre à chacun de trouver la voie d'une insertion professionnelle durable et de réussite. Vous en êtes l'exemple même ce soir. Aussi, les dispositifs permettant aux Réunionnais de se former dans les meilleures conditions ou d'élever leur niveau de qualification ont été consolidés dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014-2020, dont 2 dispositifs qui concernent les étudiants au premier plan. Le dispositif des allocations régionales de recherche de doctorants, dont certains parmi vous ce soir ont pu certainement prétendre ou sont bénéficiaires, et un dispositif qui vise l'excellence universitaire, qui représente en plus des dispositifs nationaux existants, une possibilité d'accompagner non négligeable pour les étudiants. Par ailleurs, dans le cadre de notre programmation, la collectivité a souhaité aussi conforter les mesures destinées à favoriser le recrutement des jeunes doctorants dans les entreprises ou organismes de recherche, afin de structurer des services de recherche et de développement sur notre territoire. Par ces dispositifs, la volonté de la région est de travailler et de faire de la Réunion un territoire dynamique et innovant, qui peut s'appuyer sur les talents d'une jeunesse bien formée, et toutes ces actions sont importantes pour la vie de la cité et même pour la vie de l'université. Notre société d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain, c'est par vous qu'elle se construit, et c'est grâce à vous et par vous. Il me reste donc plus, chers lauréats et candidats, à vous souhaiter à tous
plein de réussite, la réussite que vous méritez, et bravo et félicitations à vous tous, et je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Grondin. Alors, il y a eu un sabotage. Là, vous avez soudoyé la technique pour que le décompte s'arrête. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous, monsieur Grondin, parce que je vais maintenant inviter le jury à nous rejoindre sur scène, puisque ça va être le moment de la remise des prix, et que vous faisiez partie de ce jury. Si vous pouvez nous rejoindre, le moment fatidique approche. Remise des prix, premier prix du jury, deuxième prix du jury, c'est violence, et prix du public. Vous pouvez monter sur scène, venez, venez, venez. Si vous voulez me rejoindre ici à l'avant-scène. Pascal Chabanet, Anne-Laure Morel, Christelle Floricourt, Louis-Bertrand Grondin, Georges Dallot, Florian Guibal. Venez, venez, venez par ici, venez par ici. J'ai d'ailleurs, évidemment, si vous voulez vous avancer un peu dans la lumière, vous demandez à chacun un petit peu comment, ce que vous avez pensé de ces intervenants. Alors, on a un micro, monsieur Dallot, si vous voulez faire passer... Pascal Chabanet, peut-être un premier mot. Quand vous avez entendu tous ces jeunes qui cherchent, vous vous dites que la relève est prometteuse. Ah oui, c'est clair que la relève est prometteuse. Moi, j'ai été vraiment très impressionnée par cette capacité de tous ces jeunes-là à synthétiser leurs travaux et surtout à nous faire rentrer dans ce qu'ils ont dans leur tête, quoi, avec je pense que c'est surtout ça qui m'a, moi, personnellement, dès qu'on rentre dans l'histoire, c'est gagné. Donc, en tout cas, bravo à tous. Il a fallu faire des choix, mais je peux vous dire que ces choix n'ont pas été faciles et que vous avez tous été très bons. Donc, voilà. Merci beaucoup, Pascal. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'Institut pour la recherche et le développement. Si vous pouvez passer le micro à Christelle. Christelle, c'est plus dur qu'un journal télévisé, hein, ça 180 secondes. Complètement. On sait à quel point c'est pas facile de synthétiser tout ce qu'on a à dire, des années de travail en seulement 180 secondes. Donc bravo à tous. Vous nous avez réellement impressionnés et encore une fois, félicitations à vous tous et vous êtes tous en quelque sorte gagnants. Si vous voulez passer le micro à Anne-Laure Morel, je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de l'entreprise Torskes, une jeune entreprise innovante dans la nanomédecine. Vous travaillez sur l'utilisation des plantes dans le traitement des cancers. Vous auriez aimé faire ce genre d'exercice ? Oui, tout à fait. Ça n'existait pas du temps où j'ai passé ma thèse. Alors moi, je souhaitais leur dire déjà un grand bravo parce qu'ils sont éblouissants. C'est vraiment très, très beau en fait de voir tout ça, ce travail qui a été accompli. Bon, après, ils ont été bien coachés, n'est-ce pas, Rodolphe? Et c'est très important en fait tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, notamment la vulgarisation scientifique. C'est compliqué d'expliquer ce que l'on fait dans des mots simples. Donc voilà, encore bravo. On terminera en passant le micro au président dans un instant, mais d'abord je voudrais peut-être que Florian Guibal nous dise un mot. Florian, je rappelle que c'était vous qui aviez remporté la première édition l'année dernière. J'ai senti que vous étiez un peu jaloux en arrivant tout à l'heure, parce que la première édition c'est dans une petite salle, là c'était dans ce magnifique amphithéâtre. C'était une belle expérience pour vous? L'expérience est formidable et toujours bonne à prendre pour un doctorant de savoir vulgariser sa science. C'est-à-dire que moi je me suis prêté à l'exercice l'année dernière, et j'ai été étonné de voir que, honnêtement, cette année, les candidats sont hyper performants. C'était quand même incroyable de voir que vous étiez tous à l'aise. Bon, vous aviez une scène incroyable à votre disposition, mais c'était super ce que vous nous avez proposé. J'ai tout compris. C'est des domaines que nous, on ne connaît pas. Mes collègues ne sont peut-être pas tous scientifiques. Moi, je suis scientifique. C'est des trucs super compliqués. Vous avez vraiment réussi à nous faire aimer la science. Et non, vraiment, une très belle promotion cette année. Donc, chapeau à vous. Merci. Monsieur Dallot, pour terminer, Monsieur Grondin vous a entendu tout à l'heure. Monsieur Dallot, vous avez présidé ce jury. Non, mais vous avez eu plus que 180 secondes. 180. Monsieur Dallot, vous avez présidé ce jury. Ça a été serré? Ça a été difficile de choisir? Bien entendu, ça a été vraiment difficile. Et je dirais que là, j'ai encore le palpitant à plus de 180 battements par minute. Ça a été 11 chocs de 3 minutes. Donc on a vraiment du mal à s'en sortir. Et ensuite, on a aussi un choc post-traumatique, c'est-à-dire la délibération. Franchement, très très difficile pour nous en tant que membres du jury.
Difficile également pour nous en tant qu'enseignants-chercheurs, parce qu'on se dit, oh là, le niveau est très élevé. Quand on donne cours, quand on fait cours, que doit penser l'auditoire maintenant? Si vous voyez ces prestations-là sur YouTube, sur Facebook, c'est vraiment impressionnant. Et si jamais on devait, nous également, vulgariser notre science, nos activités de recherche, est-ce qu'on serait aussi bien à la hauteur que ce que nous avons vu là ce soir? Donc vraiment, le choc post-traumatique, il est vraiment là. J'ai 180 battements par minute, ça veut dire 220 moins l'âge, c'est quand même assez élevé, quand même, hein, soyez sûrs. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez le papier sous les yeux, vous allez nous annoncer, pour commencer, le deuxième prix du jury. Roulement de tambour. Est-ce que j'ai encore la mémoire? Je sais. Donc en fait, le deuxième prix du jury, alors je voulais quand même dire un mot de plus, c'est qu'il a été difficile de départager, même les 2 premiers, voire même les 3 premiers d'ailleurs. Deuxième prix du jury revient à, alors est-ce que je m'en souviens encore, Clément Tristan. Bravo! Clément, venez nous rejoindre, c'est M. Grandin qui va vous remettre ce deuxième prix. Donc le prix approchez-vous, venez, par le vice-président région, M. Grandin. Alors ce deuxième prix, je rappelle, c'est un prix de... C'est peut-être pas le plus important, c'est 800 € qui vous permettront de vous aider dans cette thèse. Tristan, si vous voulez, une fois que vous aurez salué et embrassé tout le jury, nous rejoindre un instant. Ouais, Pascal. La bise à Pascal? Non? Mais non, si, elle veut une deuxième fois. Tristan, si vous voulez rejoindre un instant ici. D'ailleurs, d'abord, vous pouvez prendre le chèque. Voilà, ça c'est le vrai, c'est le vrai chèque. Photo. Là, tu peux l'encadrer. On voit qu'on n'a pas l'habitude. C'est moi qui vais venir près de vous. Vous pouvez un peu nous expliquer, Tristan, comment vous avez vécu cette expérience-là et comment vous l'avez préparée? Je l'ai préparée en vitesse pendant les devoirs que j'ai donnés à mes étudiants cet après-midi. Du coup, ça m'a laissé un petit peu de temps libre. Et voilà. Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure-là? Parce que c'est un chouette événement et qu'il ne peut vivre que grâce aux concurrents, finalement, qui sont là ce soir. Et donc, on m'a proposé de participer à cet exercice malgré le fait que j'ai déjà soutenu ma thèse, et ce que je pensais être un handicap. On m'a dit que ce n'était pas un problème. Donc, j'ai accepté assez rapidement pour pouvoir participer à cette soirée, qui est tout à fait magnifique. Et je suis très content d'avoir pu assister à quasiment toutes les présentations de ce soir, puisque je suis arrivé un petit peu en retard, et je m'excuse pour les premiers. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir des doctorants qui font cet exercice-là, parce que les doctorants, il faut savoir aussi que c'est un public difficile à atteindre, souvent très occupé et isolé, à la fois socialement et professionnellement. Et du coup, c'est un public assez difficile à accrocher. Oui, je sais, j'en suis sorti là. J'ai le choc post-traumatique. On a entendu tout à l'heure, évidemment, vous avez eu 180 secondes pour nous expliquer votre thèse. On a envie de vous demander, vous avez envie que ça débouche sur quoi? C'est quoi votre rêve, votre espoir? Qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça? Alors, j'aimerais promouvoir la science, non pas par rapport aux résultats qu'elle peut nous donner, mais en tant que culture populaire, puisque ce que j'ai appris finalement de mon cursus scientifique, ce sont des méthodes. C'est une manière de réfléchir. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir transmettre maintenant à d'autres personnes. Je n'ai pas envie de dire au monde, mais au maximum de personnes possibles. C'est non pas les résultats de la science, mais la réflexion scientifique qui, je pense, peut amener les citoyens à avoir des choix plus éclairés dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup Clément et bravo encore. Je vais où? Vous pouvez rester avec nous, on va pour la suite de la remise des prix. C'est maintenant le prix du public qui va être décerné par le prix du public, celle qui avait obtenu le prix du public 2016 et qui va nous rejoindre à présent, je pense. Donc je demanderai à Noélie Madeleine de nous rejoindre. Voilà. C'est donc... Bonsoir Noélie. Noélie qui nous avait appris l'année dernière qu'un Réunionnais sur 400 a de l'amour dans le sang, c'est ça? Et que les molécules pouvaient être sexy et attirantes. Moi j'avais retenu ça. Oui, c'est ça. C'est vous qui allez nous annoncer. Alors, c'est vous, Noélie, qui nous annoncez. Donc,
ou qui remettez le prix? C'est elle qui va remettre le prix. Donc, le prix du public, donc c'est vous qui avez choisi. Et décerné à une jeune femme, donc si je ne me trompe pas également, Sandra Boss. Sandra qui nous a présenté sa thèse sur l'étude des facteurs viromoléculaires impliqués dans la pathogénicité du virus Zika chez l'homme. Félicitations Sandra. Alors, le prix vous est remis par la lauréate de l'année dernière. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Clément. Pourquoi vous vous êtes embarqué dans cette aventure? Vous savez, quand on est tous petits, on a une espèce d'étincelle pour le monde, une envie de le découvrir et une curiosité qu'on perd en fait en grandissant. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de réveiller un peu cette petite étincelle aux gens, leur redonner un petit peu envie de croire en la science, de la démystifier un peu, et de leur dire que la science, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste qu'on prenne le temps de le faire, et puis tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous pouvez nous révéler comment vous vous êtes entraîné? Comment on fait pour résumer un travail sur lequel vous êtes depuis des mois, des années, en 180 secondes? Alors moi, personnellement, je n'arrivais pas à écrire mon texte, et puis un jour, en rêvant, c'est arrivé. Donc je me suis dit, allez, vite, 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 le papier. Donc j'ai commencé à gribouiller. Et puis après, au fil du temps, en fait, quand on explique un sujet compliqué comme ça à des gens qui ne sont pas du tout de son domaine, on trouve à des clés, comme par exemple le petit cambrioleur. C'est des trucs qui passent à tous les coups. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait en expliquant et en essayant à chaque fois de partager avec le plus de monde possible. Je vais vous poser la même question que je poserai aussi aux trois lauréats. Votre rêve, votre espoir, ce que vous avez envie de faire après cette thèse? Après cette thèse, c'est de continuer dans la virologie, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais à côté de ça, c'est vraiment la vulgarisation scientifique. Donc ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est réévoyer un petit peu cette petite étincelle et donner envie aux gens de croire à la science et d'être curieux, de découvrir le monde. Voilà. Merci, bravo Sandra, on vous applaudit encore. Au titre de la région, nous donnons un petit cadeau à tous les participants. Donc je donnerai aux collègues pour les remettre. Je ne vais pas tous les remettre moi-même parce que ça fait un peu prétentieux. Merci beaucoup. Il nous reste à découvrir le premier prix du jury. Alors le premier prix du jury, c'est à moi. Suspense. Suspense. Alors c'est une candidate, déjà pour commencer. Virginie Gros-de-Mouge. Virginie nous rejoint. Bravo Virginie. Et le prix vous est remis. Donc, premier prix, premier grand prix du jury. Tout à fait. Donc voilà, c'est notre finaliste, celle qui ira donc en métropole défendre les couleurs de l'université. Quelle grosse responsabilité. Mais en tout cas, on a toute confiance en vous. Vous pouvez nous expliquer pourquoi le jury a choisi Virginie? Alors, Virginie, comme je disais, les candidatures étaient vraiment de très bonne qualité et les premiers se tenaient vraiment très très proches. Virginie nous a vraiment emportés dans son discours, dans sa gestuelle. Elle a réussi à vulgariser un sujet qui n'est pas simple et surtout nous passionner pour un sujet qui parfois ne paraît pas très passionnant. Donc je pense vraiment... pardon, voilà, c'est ça. Donc quand on parle de confort de quartier, écoquartier, etc., on pense parfois à des aspects très sciences sociales. Là, on a vu qu'il y avait à la fois le lien entre les sciences sociales et les sciences un peu plus techniques de la modélisation, donc la pluridisciplinarité que nous voulons vraiment motiver, encourager au sein de l'université, et c'était un très bel exemple. Virginie, c'est vrai que c'est un peu ce que vous avez ressenti parfois, c'est que quand vous parlez de votre sujet, les gens disent bon, c'est pas très passionnant. Vous aviez à cœur de le rendre passionnant? Oui, c'est ça. C'est vrai que souvent, comme je disais, on va chercher à construire des villes. Maintenant, on essaye de faire des villes plus sûres, qui sont plus respectueuses de l'environnement. On parle beaucoup d'énergie, beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que des aspects comme juste le confort, est-ce qu'on se sent bien finalement dans toutes ces nouvelles technologies, dans toutes ces nouvelles choses, dans ces nouvelles constructions, ces nouvelles villes, est-ce qu'on se sent bien? Et c'est vrai que c'est pas forcément la première question qu'on se pose. Et finalement, quand on va voir les gens, on se rend compte que c'est important aussi cet aspect de savoir ce lien avec les gens, ce social, de savoir s'ils se sentent bien. Et moi, j'aime cette partie-là. Vraiment, cette enquête de terrain, rencontrer les gens, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, merci. C'est pas fini. Alors, c'est pas fini, Monsieur Collian. Il y a aussi, donc, les cadeaux ne sont pas terminés. C'est encore Noël, avant Noël. Donc, nous avons été accompagnés par la MGEN,
donc j'appelle M. Vautier, le vice-président MGN, qui va vous donner un cadeau qui va vous permettre de continuer dans de bonnes conditions votre thèse. Moi, je suis très heureux de vous remettre ce prix à double titre. D'abord, un titre personnel parce que je sais ce que c'est que ce travail de thèse. Ce sont des années particulièrement riches et je tiens à vous féliciter, comme je tiens à féliciter aussi ceux qui ont présenté leur travail. Ce sont des années extraordinaires parce qu'on est dans son monde et on a besoin d'être compris et accompagné. Ce que vous avez fait là, ça nous a permis justement de vous comprendre mieux, et tant mieux. Et puis au titre de la MGEN, qui est le partenaire au niveau national et puis ici au niveau local. Et donc nous avons tenu à être présents puisque nous soutenons les projets de présentation et d'accompagnement solidaire, citoyen, mais aussi dans la recherche. Donc écoutez, la MGEN vous remet ce MacBook Air 13 pouces pour vous accompagner dans vos déplacements. Voilà, et bravo à vous. Et, oui, le cadeau de la région. Rajouter, vous êtes parti avec un avantage par rapport aux autres. Parce que moi j'étais sous un costume et sous les lampes. Je peux vous dire qu'il fait très chaud et quand vous avez parlé de chaleur, je me suis senti concerné. Donc vous avez eu un net avantage. Et je vous poserai quand même pour terminer la même question qu'aux autres, Virginie. Qu'est-ce que vous imaginez comme suite à ce que vous faites aujourd'hui? Et peut-être pour La Réunion, comment vous imaginez ça? Qu'est-ce que vous espérez pouvoir apporter à notre île? Comme je disais à la fin, c'est un peu, la thèse, comme on dit, c'est un bébé. On aimerait à la fin l'amener jusqu'au bout. Et c'est vraiment que ce rêve que je suis en train de vivre, je puisse le partager, comme je disais, et que dans les futurs quartiers, justement, qu'on puisse remettre l'individu, les habitants au centre, et vraiment essayer de faire en sorte que tous ces aspects soient réunis pour que les gens se sentent bien là où ils vivent, dans leur quartier, dans leur maison. Ça s'applique un peu partout. Et donc voilà, donc c'est poursuivre dans ça, aider à mieux construire les villes de demain. Voilà. Bravo et merci beaucoup. On peut encore vous applaudir, mais je pense qu'on peut... On peut applaudir Virginie, mais on peut aussi applaudir, je pense, les 11 finalistes. Les 11 finalistes, puisque on se rend bien compte que c'était pas ça le plus important vraiment de savoir qui allait gagner ce soir, mais que vraiment il y a eu 11 très très belles prestations. Et vraiment bravo à tous parce que c'était un très très bel exercice et j'étais moi personnellement très fier, très heureux de pouvoir présenter cette très belle soirée. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à ceux qui l'ont suivi également sur le Facebook Live en direct. Merci d'avoir partagé ce très très beau moment avec nous. Monsieur Dallot, vous voulez un petit mot de conclusion? Juste. Oui, je fais un petit mot de remerciement, Madame Sénéfaz. Juste un mot vraiment pour vous remercier. Merci d'avoir accompagné. Moi, je ferai ça vraiment en 18 secondes, je pense. Merci à notre partenaire MGN. Merci à toute l'université de nous avoir aidés pour cette manifestation. Merci aux membres du jury d'avoir été présents, de vous avoir prêté à cet exercice vraiment difficile. Merci à Noélie Madeleine de nous avoir accompagnés aussi ce soir pour le prix du jury. Merci à Sens Réunion pour le relais de communication. Merci au service de communication. Merci aux directions d'usage numérique, au personnel du service audiovisuel multimédia. Merci beaucoup à tous, merci pour le gros plan, merci aux bénévoles de profil, merci à la direction logistique, hygiène et sécurité, nous sommes bien tranquilles, merci à la direction du patrimoine, merci à la DSI, merci à l'ensemble des personnels du pôle recherche, merci de me supporter tous les jours également dans le service. Merci à l'organisation des écoles doctorales, par les écoles doctorales, le Christian, Alexis, Maria, merci beaucoup. Et enfin, merci beaucoup, notre chef, on va dire plutôt chef ou cheftaine, je ne sais pas comment on peut dire, d'orchestre ce soir, c'était Christelle Letellier de la médiation scientifique du pôle recherche. Merci à tous. Et je suis chargé de vous dire, pour terminer, qu'on peut se retrouver à l'extérieur pour échanger ensemble, puisqu'il y a un cocktail qui va être proposé. Je vais aussi demander à tout le monde, on va faire une photo avec tous les lauréats et les membres du jury, et dans un instant également à tous les autres participants, tous les autres finalistes de nous rejoindre également pour une photo générale. Merci à tous, excellente soirée.